Et si le plus grand vol de l'histoire ne s'était pas produit dans l'obscurité, mais en pleine lumière, sous les applaudissements d'une foule en délire? Pendant plus de 30 ans, une nation a été dépeinte comme étant pauvre, son peuple sous-éduqué et son or volé. Mais, sous la terre rouge du Burkina Faso, un secret était enfoui, un dossier, un professeur et un nom qui allait bientôt faire trembler le monde. Ce secret s'appelle Ibrahim Traoré. Son ascension n'a pas été marquée par un simple discours, mais par un acte de défiance révolutionnaire. Le destin d'une nation allait être redéfini. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme une nation marginalisée et sans avenir, a vu un leader émerger, prêt à bouleverser les fondements du pouvoir économique mondial. Ibrahim Traoré, en exposant un contrat minier frauduleux, a révélé l'injustice d'un système qui exploitait son peuple sous prétexte de partenariat. Cette démarche risquée allait au-delà de la politique. Elle représentait un combat pour la souveraineté nationale et pour la dignité des Burkinabés. Le Burkina Faso avait été forcé de dépendre de puissances étrangères, mais Traoré était déterminé à changer cela. La voie qu'il empruntait, risquée et pleine de dangers, n'était pas seulement pour lui, mais pour l'ensemble du continent africain. Cette révolte était aussi une déclaration de guerre contre l'hypocrisie du système économique mondial. Le peuple burkinabé, auparavant sous le poids de décennies d'injustice, se voyait offrir une chance de récupérer ce qui leur revenait de droit. Tout a commencé avec un simple dossier, caché dans les méandres d'un passé oublié, qui allait devenir la clé de la renaissance du Burkina Faso. Ce dossier, gardé par Aya Dembélé, une professeure de Sapon, contenait les preuves accablantes d'un contrat signé il y a plus de 30 ans entre le Burkina Faso et des entreprises minières internationales. Les termes de cet accord étaient terriblement injustes, attribuant une part dérisoire des profits miniers au pays, tout en laissant les multinationales s'enrichir à ses dépens. Ces entreprises avaient exploité l'or et d'autres ressources naturelles du pays, versant à peine 2% des bénéfices réalisés, tout en imposant une pauvreté croissante à la population locale. Ibrahim Traoré savait que ce dossier serait sa pièce maîtresse. Le poids de cette vérité cachée, des preuves irréfutables qu'il détenait, allait faire basculer l'équilibre du pouvoir. Cependant, exposer ces vérités allait le mettre face à des adversaires puissants, prêts à tout pour maintenir leur domination sur les ressources du pays. Mais l'action de Traoré allait non seulement défier les élites économiques du pays, mais aussi les puissances internationales qui avaient longtemps exploité le Burkina Faso. Au cœur de cette révolution se trouvait une question fondamentale. Jusqu'où les Burkinabés étaient-ils prêts à aller pour reprendre leur souveraineté et leur dignité? Ibrahim Traoré était déterminé à montrer que ce n'était pas seulement un acte politique, mais un acte de justice, non seulement pour son pays, mais pour l'ensemble du continent africain. Ibrahim Traoré n'était pas un leader ordinaire. Son ascension n'a pas été marquée par des discours enflammés, mais par un courage tranquille qui allait bouleverser un système profondément. Ce militaire de formation, à la tête d'un gouvernement transitoire, comprenait que la véritable liberté d'un peuple ne réside pas seulement dans des élections démocratiques, mais dans la prise de contrôle de ses ressources et de son avenir. C'est cette vision qui le guida lorsqu'il mit en lumière l'accord minier frauduleux qui pillait les richesses du Burkina Faso depuis des décennies. À ses côtés, Aya Dembélé, une enseignante et militante infatigable, joua un rôle clé dans cette révélation. Sans son dossier crucial, la révolution de Traoré n'aurait peut-être jamais vu le jour. Ce couple improbable, celui du soldat et de la professeure, fut à l'origine de la remise en question de l'ordre économique mondial. Le peuple burkinabé, souvent écrasé par la pauvreté et la malnutrition, se voyait, ce n'était plus une simple révolte politique,
mais une question de dignité humaine. Ibrahim Traoré savait que son combat allait s'étendre bien au-delà des frontières de son pays. Ce n'était pas seulement un défi pour les puissances économiques qui dominaient le Burkina Faso, mais un défi pour l'ensemble du continent africain. Son message était clair. L'Afrique doit prendre son destin en main, et cela commence par la restitution des ressources aux peuples qui les possèdent légitimement. L'histoire du Burkina Faso a pris un tournant décisif lorsque Ibrahim Traoré a choisi de remettre en cause l'accord minier secret qui avait lié son pays à des entreprises multinationales pendant des décennies. Le pays, qui avait été exploité à son détriment, voyait enfin une chance de se réapproprier ses ressources naturelles et de mettre fin à un système qui l'avait maintenu dans la pauvreté. Le moment fatidique arriva lors d'une réunion secrète à l'hôtel de Ouagadougou, où les preuves du vol systématique des ressources du pays ont été exposées. Le dossier jaune, contenant les documents compromettants, fut posé sur la table par Aya Dembélé, une femme déterminée à réparer l'injustice de son frère décédé. Ces documents dévoilaient un contrat signé dans les années 90 entre le gouvernement burkinabé et des sociétés minières internationales. Le contrat stipulait que les entreprises minières recevraient la majorité des bénéfices, laissant le Burkina Faso avec des miettes. Une étude préliminaire estimait que le pays avait perdu plus de 50 milliards de dollars en revenus directs au cours de cette période. Mais cette rencontre ne se limitait pas. C'était le moment où la vérité allait s'imposer. Un instant où les puissants allaient être confrontés à la réalité des accords frauduleux. Ibrahim Traoré, armé de ses preuves, n'avait plus qu'une seule option, exposer la corruption et les injustices qui avaient ruiné son pays. Mais ce n'était pas tout. Ce qui se passait à Ouagadougou n'était que la première étape d'une série d'actions coordonnées visant à récupérer les ressources naturelles du pays. Le gouvernement de Traoré savait que l'opposition internationale serait féroce. Les grandes entreprises minières, ces entreprises minières soutenues par des gouvernements puissants, ne se laisseraient pas faire. En réponse, le gouvernement burkinabé a suspendu tous les contrats miniers et a ordonné une enquête sur les pratiques frauduleuses qui avaient permis cette exploitation. Les conséquences de cette décision, les marchés mondiaux, notamment l'or, dont le Burkina Faso est un important producteur, ont connu de fortes fluctuations, plongeant dans le rouge. Cette dynamique a mis en évidence l'importance de l'exploitation des ressources du pays pour l'économie mondiale et le pouvoir que les entreprises internationales exerçaient sur des nations en développement comme le Burkina Faso. Cependant, pour Ibrahim Traoré et son gouvernement, la priorité était claire: reprendre le contrôle des ressources naturelles et rétablir la souveraineté nationale. Mais ce n'était que le début d'une guerre économique et diplomatique. Alors que les autorités burkinabées faisaient face à des pressions croissantes de la part des pays étrangers, elles devaient naviguer avec habileté pour éviter des représailles trop sévères. Dans cette situation complexe, Traoré et son équipe ont dû équilibrer les besoins immédiats du pays avec les menaces extérieures. L'isolement économique, bien qu'inévitable à court terme, a mis en lumière la résilience du peuple burkinabé. Pour le moment, cependant, les autorités burkinabées étaient bien décidées à ne pas céder. Les réunions secrètes, les décisions audacieuses et les actions concrètes ont envoyé un message clair. Le Burkina Faso n'était plus une victime de la mondialisation, mais un acteur déterminé à prendre son destin en main. Ibrahim Traoré, avec son équipe, avait lancé la première étape d'une révolution économique, mais aussi idéologique. Le pays avait décidé de ne plus se soumettre à un système économique inégalitaire. Mais l'une des questions majeures demeurait: le peuple burkinabé serait-il capable de soutenir cet effort long et difficile, sachant que les sacrifices à venir seraient nombreux? Si les réformes réussissaient, elles offriraient au pays un avenir plus prospère et plus indépendant.
En revanche, si elles échouaient, elles risquaient de plonger la nation dans une crise économique et sociale encore plus profonde. Les preuves irréfutables sur l'exploitation minière frauduleuse du Burkina Faso sont venues non seulement des documents révélés par Aya Dembélé, mais aussi d'études quantitatives détaillées qui ont mis en lumière l'ampleur du pillage des ressources naturelles du pays. Selon les premières estimations basées sur les informations extraites du dossier jaune, le Burkina Faso aurait perdu près de 50 milliards de dollars en revenus durant les 3 dernières décennies, uniquement en raison de contrats miniers faussement négociés. Ces contrats, signés dans les années 1990, garantissaient aux multinationales un pourcentage dérisoire des bénéfices réalisés grâce à l'extraction de l'or, du manganèse et d'autres ressources précieuses, laissant une fraction infime de cette richesse dans les mains du peuple burkinabé. Selon les chiffres recueillis, les entreprises extractives ne versaient que 2% des profits, tandis que les 98% restants partaient vers des entreprises étrangères, souvent basées dans des paradis fiscaux. Les répercussions de ce système inégalitaire étaient visibles à tous les niveaux. Pauvreté croissante, infrastructures en déclin et un pays en proie à la corruption endémique. Cette situation était exacerbée par le fait que les autorités burkinabées n'avaient pas seulement été manipulées par les multinationales, mais avaient également été complices de ce système, ce qui a permis aux contrats miniers de perdurer sans remise en question pendant des décennies. Grâce aux documents secrets révélés par Aya Dembélé, Traoré et son gouvernement ont pu démontrer non seulement la fraude systématique, mais aussi l'ampleur des pertes économiques que le pays avait subies. Une autre donnée clé révélée par les experts économiques montrait que plus de 100 tonnes d'or avaient été extraites du pays depuis les années 1990, mais seulement 20% de cette production était correctement déclarée et taxée, les 80% restants étant exportés à travers des canaux illégaux ou sous-évalués. Le calcul des pertes financières totales a montré que l'exploitation des ressources naturelles du Burkina Faso avait non seulement appauvri le pays, mais avait également favorisé un transfert de richesses massif vers l'étranger. Les investigations ont révélé que des pratiques de falsification des prix de vente de l'or et des déclarations d'exportation avaient permis aux entreprises minières de réduire leurs obligations fiscales et de dissimuler des profits colossaux. Par exemple, le prix de l'or exporté était souvent sous-évalué par rapport aux prix mondiaux, permettant aux entreprises de payer moins de taxes et de maintenir leurs marges bénéficiaires énormes. L'impact de ces pratiques était d'autant plus frappant qu'elles avaient conduit à une perte considérable de ressources pour le pays, et par conséquent à des retards dans les projets de développement et à un manque d'investissement dans des secteurs clés comme l'éducation et la santé. Ces preuves quantifiables sont cruciales pour comprendre l'ampleur de l'exploitation dont le Burkina Faso a été victime. Elles ne se contentent pas de dénoncer une injustice sociale, mais expose clairement un système qui a permis aux puissances économiques internationales d'accroître leur domination économique. Ces chiffres ne sont pas seulement des données froides, mais des preuves tangibles de l'injustice vécue par des millions de Burkinabés. À ce stade de la révolution, il devenait évident que l'ampleur du préjudice subi par le pays nécessiterait bien plus qu'une simple réforme. Il fallait un renversement complet du système économique et politique qui avait permis cette exploitation. Ibrahim Traoré et son gouvernement n'étaient plus seulement des réformateurs, mais des acteurs d'un changement radical et nécessaire pour l'avenir du Burkina Faso et de l'ensemble du continent africain. Le défi était désormais de reconstruire un pays sur des bases solides et justes, loin des systèmes néocoloniaux qui avaient sous-tendu son histoire. Ibrahim Traoré a dû faire face à de puissants opposants, non seulement au sein du Burkina Faso,
mais aussi à l'échelle internationale. D'un côté, certains partisans du statu quo ont argué que les accords miniers, bien que déséquilibrés, avaient été permis au Burkina Faso de générer des revenus et d'attirer des investissements étrangers, essentiels pour le développement du pays. Selon ces défenseurs, les multinationales apportaient une expertise technique et des infrastructures nécessaires pour l'exploitation des ressources, ce qu'un pays comme le Burkina Faso, avec ses capacités limitées, ne pouvait réaliser seul. Ces arguments ont été soutenus par de nombreux économistes qui voyaient les multinationales comme des partenaires indispensables dans l'édification de l'économie du pays. Mais Traoré, fort des preuves irréfutables qu'il avait mises au jour. L'argument principal de Traoré résidait dans la réalité des retours dérisoires pour son pays. Non seulement le Burkina Faso n'avait pas bénéficié d'une part juste des profits, mais la corruption des autorités locales, couplée à des pratiques frauduleuses des entreprises étrangères, avait permis à ce système de perdurer. Les données qu'il avait récoltées sur les pertes de ressources et les profits évaporés dans des paradis fiscaux ont montré que le pays ne récoltait presque rien de ses propres richesses. Traoré a aussi souligné l'impact néfaste de cette dépendance étrangère sur les jeunes générations qui, au lieu de profiter d'un système éducatif et d'opportunités d'emploi, se retrouvaient dans une spirale de pauvreté. Le gouvernement burkinabé, sous sa direction, a alors démontré que le pays pouvait récupérer sa souveraineté en réorientant l'exploitation de ses ressources vers une gestion nationale, tout en concluant de nouveaux accords plus équitables, capables de profiter à la population. Traoré a également été soutenu par des experts africains et des économistes qui ont défendu la souveraineté des ressources comme un droit fondamental pour le développement économique du continent. Mais la véritable question résidait dans la capacité de Traoré à convaincre suffisamment de personnes que cette vision était réalisable. Le pays devait surmonter non seulement les pressions internes, mais aussi la résistance d'acteurs extérieurs puissants qui se sentaient menacés par cette remise en question de l'ordre économique mondial. L'enjeu était de taille. Redonner au Burkina Faso la possibilité de choisir son propre destin, tout en défiant l'ordre établi qui avait maintenu le pays sous contrôle économique étranger pendant des décennies. À mi-chemin de cette révolution, une vérité éclatante est apparue. La bataille pour la souveraineté économique du Burkina Faso n'était pas simplement une lutte contre des entreprises étrangères, mais contre un système mondial tout entier. Ibrahim Traoré, avec sa détermination inébranlable, avait ouvert la voie à un changement radical. Mais, au-delà des frontières de son pays, la communauté internationale commençait à réagir. L'une des premières répercussions visibles fut l'impact sur les marchés mondiaux, notamment l'or, dont le Burkina Faso est un important producteur. Les fluctuations des prix ont révélé l'importance. Les grandes entreprises minières se présentes sur le terrain burkinabé ont vu leurs actions chuter en raison de l'incertitude générée par les actions du gouvernement de Traoré. Cette dynamique a attiré l'attention de puissances économiques internationales qui, jusque-là, avaient maintenu une relative indifférence envers le Burkina Faso. Mais pour Traoré et son équipe, cette réaction a confirmé une chose. Leur lutte était sur le point de prendre une ampleur mondiale. Le temps des concessions était révolu. L'heure était à la confrontation directe. Les conséquences des actions d'Ibrahim Traoré ont été immédiates et profondes. D'un côté, le Burkina Faso vivait une sorte de renaissance, avec un peuple qui retrouvait sa dignité et sa souveraineté. D'un autre côté, l'internationalisation du conflit a mis à l'épreuve, en suspens depuis des décennies, les injustices liées à l'exploitation des ressources naturelles ont pris une nouvelle dimension. Les marchés internationaux ont réagi violemment à la décision du gouvernement burkinabé de suspendre les contrats miniers,
Les grandes entreprises, qui avaient longtemps bénéficié de ces accords inégaux, ont vu leurs actions chuter et des tensions diplomatiques ont émergé entre le Burkina Faso et ses anciens partenaires commerciaux. Mais pour Ibrahim Traoré et son gouvernement, ces réactions étaient prévisibles. La véritable question résidait dans la capacité du pays à résister à ces pressions et à faire face à l'isolement économique qui s'annonçait. Cependant, l'isolement économique a également mis en lumière la vulnérabilité du pays. Le gouvernement burkinabé s'est retrouvé face à des défis économiques de plus en plus complexes. Les sanctions économiques imposées par les puissances étrangères ont eu un impact direct sur les exportations du pays. Les banques internationales ont gelé les comptes des entreprises burkinabées et des investissements étrangers ont été rapidement retirés. Ces mesures ont plongé le pays dans une crise financière qui a exacerbé les difficultés économiques internes. Mais plutôt que de céder, Ibrahim Traoré a intensifié les efforts pour renforcer l'indépendance économique du Burkina Faso. Une série de réformes internes a été lancée, notamment dans les secteurs de l'agriculture et des infrastructures. Cependant, ces réformes ont nécessité du temps pour porter leurs fruits. Dans un contexte international tendu, le gouvernement burkinabé a dû faire face à un dilemme majeur: maintenir ses engagements envers le peuple tout en rétablissant des relations économiques viables avec le reste du monde. Mais pour beaucoup, cette lutte n'était pas simplement une question de survie économique, mais une question de principe. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, s'efforçait de redéfinir ses relations avec le reste du monde sur de nouvelles bases, basées sur l'équité et le respect des ressources locales. Cela a donné lieu à un renouveau de la solidarité africaine. Le soutien populaire au Burkina Faso a été massif, notamment dans les autres pays africains qui se sont identifiés à la lutte pour la souveraineté et l'indépendance. Des mouvements de solidarité ont émergé, et les nations africaines ont commencé à remettre en question leurs propres relations économiques avec les puissances coloniales et les multinationales. Le Burkina Faso est devenu un symbole de résistance contre l'exploitation néocoloniale et un modèle de ce que pourrait être une Afrique plus unie, capable de se réapproprier ses ressources naturelles et de les utiliser au service de son développement. Mais ce renouveau ne s'est pas fait sans sacrifice. Le chemin vers l'indépendance économique était semé d'embûches et il fallait faire face à de nombreux obstacles, tant internes qu'externes. Les défis étaient immenses, mais la conviction de Traoré et de son peuple ne faiblit pas. Le Burkina Faso était déterminé à reconstruire son économie sur des bases solides et à offrir un avenir meilleur à ses générations futures. Trois scénarios se dessinent pour le Burkina Faso dans les mois à venir, chacun présentant ses propres risques et opportunités. Parlons d'abord du scénario le plus optimiste, qui envisage un renouveau économique, où les réformes de Traoré commencent à porter leurs fruits. L'indépendance économique du pays se renforce, grâce à la réappropriation des ressources naturelles et à une gestion plus équitable. Le Burkina Faso, en réorientant ses exportations et en développant ses secteurs internes, voit sa situation se stabiliser. L'isolement initial devient progressivement une opportunité pour développer de nouveaux partenariats avec d'autres nations africaines et des acteurs économiques internationaux favorables à la souveraineté des pays africains. Ce scénario, les réformes dans l'agriculture, l'éducation et les infrastructures commencent à transformer la vie quotidienne des Burkinabés. L'accès à de meilleures opportunités d'emploi et la réduction de la pauvreté deviennent des réalités tangibles. Le pays pourrait même devenir un modèle de développement pour d'autres nations africaines, prouvant que la résistance à l'exploitation étrangère peut mener à une prospérité partagée. Passons maintenant au scénario réaliste, qui imagine un Burkina Faso dans une position fragile.
Bien que les actions de Traoré aient permis de regagner une certaine souveraineté économique, le pays continue de faire face à des pressions économiques et diplomatiques. L'isolement économique persiste, et bien que le gouvernement ait mis en place des réformes, les défis internes sont nombreux. Les infrastructures restent insuffisantes, le chômage reste élevé, et l'accès à l'éducation et aux soins de santé est toujours limité. Le pays peut s'attendre à une croissance modeste, mais stable, soutenue par l'aide et les investissements africains. Cependant, le Burkina Faso ne parviendra peut-être pas à sortir complètement de la dépendance économique internationale à court terme. Enfin, le scénario le plus sombre envisage une crise économique profonde. L'isolement international, couplé à des tensions internes croissantes, mène à une instabilité accrue. Les sanctions économiques, associées à la chute des investissements étrangers, plongent le pays dans une crise financière. Les réformes, bien que nécessaires, ne peuvent produire des résultats suffisamment rapides pour faire face à l'urgence. La pauvreté s'intensifie, les services publics se détériorent et les tensions sociales montent. Les Burkinabés, ayant cru à la promesse d'un avenir meilleur, pourraient se retourner contre le gouvernement si les conditions de vie ne s'améliorent pas rapidement. Ce scénario est celui que le gouvernement de Traoré veut éviter à tout prix, mais les risques demeurent réels. Dans tous les cas, le Burkina Faso se trouve à un carrefour. Le destin du pays repose sur la capacité de son leadership à naviguer entre ces trois scénarios, tout en équilibrant les réformes internes et les relations internationales. Les décisions prises au cours des mois à venir détermineront non seulement l'avenir du pays, mais aussi l'impact de la révolution économique de Traoré sur l'ensemble du continent africain. Le peuple burkinabé, unifié sous la direction de Ibrahim Traoré, se retrouve face à un défi immense: construire un avenir basé sur l'autonomie et la dignité. Cependant, ce défi ne peut être relevé sans la participation active de chaque citoyen. C'est une révolution qui ne se limite pas aux sphères politiques ou économiques, mais qui touche chaque aspect de la vie quotidienne. Pour réussir, le Burkina Faso a besoin de son peuple plus que jamais. L'adhésion populaire aux réformes économiques et sociales lancées par Traoré sera le moteur. Le chemin vers une plus grande souveraineté passe par l'engagement de chacun à soutenir les actions du gouvernement et à participer activement à la reconstruction du pays. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que le Burkina Faso pourra surmonter les défis qui se dressent devant lui. Mais au-delà des réformes, il est essentiel de renforcer l'esprit de solidarité au sein de la nation. Chaque citoyen doit comprendre que cette lutte pour la souveraineté n'est pas seulement une question de politique, mais un combat pour l'avenir de ses enfants et des générations à venir. L'accès à l'éducation, aux soins de santé et à un emploi décent ne se réalise pas uniquement par des décisions gouvernementales, mais par la mobilisation de chaque Burkinabé dans la construction de son propre avenir. Il est temps de se lever. Le Burkina Faso, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, peut tracer sa voie vers une prospérité partagée. Mais cela nécessite l'engagement total de sa population. Cette révolution, et où est la vôtre? C'est à vous de décider du futur que vous souhaitez pour votre pays. La route vers la souveraineté économique du Burkina Faso est semée d'embûches, mais elle est aussi pleine de promesses. Pour atteindre cet objectif, un plan d'action en plusieurs étapes doit être mis en œuvre, avec des mesures concrètes et un engagement indéfectible. Premièrement, il est crucial de renforcer l'autosuffisance alimentaire du pays. Cela passe par la modernisation de l'agriculture, la mise en place de politiques agricoles durables et le soutien aux petits producteurs locaux. En parallèle, il est essentiel de reconsidérer la gestion des ressources naturelles et de conclure de nouveaux contrats miniers plus équitables, avec des bénéfices directs pour le peuple burkinabé. Une plus grande transparence dans les accords miniers permettra de garantir que les ressources du pays sont utilisées de manière responsable et profitable pour l'économie nationale. Deuxièmement,
L'éducation et la santé doivent devenir des priorités absolues. Le pays doit investir dans des infrastructures éducatives modernes et renforcer l'accès à l'éducation pour tous, en particulier dans les zones rurales. L'amélioration des soins de santé par la construction d'hôpitaux et la formation de professionnels de santé est essentielle pour améliorer. L'accent doit être mis sur le développement des industries locales, la technologie et le secteur des services. Pour cela, le gouvernement doit faciliter l'accès au crédit pour les petites entreprises, favoriser l'entrepreneuriat et encourager l'innovation. Ce processus de diversification créera des emplois, réduira la dépendance aux matières premières et favorisera une croissance économique plus équilibrée et durable. La lutte d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à une victoire politique ou économique, mais à un combat pour l'humanité, la dignité et l'avenir d'une nation. Le Burkina Faso, le chemin est difficile et semé d'embûches. Les défis économiques, les pressions extérieures et les résistances internes ne disparaîtront pas du jour au lendemain, mais chaque étape franchie, chaque victoire obtenue rapproche le pays de son objectif, la souveraineté totale, tant économique que sociale. Les actions de Traoré ne sont pas seulement un message pour le Burkina Faso, mais pour l'Afrique entière. Elles rappellent à chaque nation que le respect de ses ressources, de son peuple et de son avenir est un droit fondamental. Le Burkina Faso, en se battant pour sa dignité, offre un exemple d'espoir et de courage. C'est une révolution qui, bien que longue et difficile, porte en elle les germes d'un futur plus juste et plus libre pour tous.